Eh bien, merci à tous de ne même pas avoir pris le temps de prendre un café, ou presque, avant de rejoindre cette table ronde sur la numérisation des armées. Je vais me permettre tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Éric Jean Varéchard et je dirige l'activité secteur public d'Amazon Web Services en France. Deux petits mots peut-être là-dessus. Qu'est-ce que le secteur public chez Amazon Web Services? C'est déjà un spectre suffisamment large, c'est bien entendu les trois fonctions publiques, mais également l'ensemble des structures, des startups qui évoluent autour de cet environnement, les GovTech, les HealthTech, les EdTech, dont on parle énormément actuellement. Également l'éducation privée, la santé privée, l'ensemble du tissu associatif, et enfin toutes les entreprises détenues à plus de 50% par l'État, et vous avez eu ce matin le témoignage de nos amis de la SNCF notamment. Deuxième spécificité, on essaie de faire des choses simples chez Amazon en règle générale, et nous avons donc un secteur public et un secteur privé pour mieux adresser justement l'ensemble de la sphère publique et répondre à ces spécificités dont on parlera sans doute, des spécificités qui sont essentiellement liées à des sujets de véhicules de marché, de modèles d'acquisition, ou des spécificités liées à la sécurité et à la conformité. Alors pour démarrer cette table ronde, je vous propose de vous présenter nos participants. Tout d'abord, Valérie Dagan. Bonjour. Bonjour. Alors Valérie, vous êtes une pionnière de l'Internet, c'est ce qu'il se dit en tout cas, experte en transformation numérique. Vous travaillez depuis plus de 20 ans, mais je ne peux pas le croire, c'est sans doute beaucoup moins, à la définition des stratégies digitales et au pilotage des grands projets numériques. Vous avez rejoint le ministère des Armées le 3 avril dernier, en tant que DG adjointe en charge de l'orchestration de la transformation numérique des armées. Vous avez occupé des postes de directeur Internet, directeur e-commerce et de CDO pour des grands groupes comme Monoprix, PPR, Aéroports de Paris ou plus dernièrement Vinci Autoroute. Vous avez la volonté de développer l'attractivité des métiers du numérique. Vous animez de nombreuses conférences sur les impacts de la révolution digitale dans les organisations ainsi que sur les enjeux de la féminisation des métiers numériques. Vous êtes diplômé enfin de l'ESG et de l'ESCP Europe. Merci Valérie de votre présence. Également, nous avons le plaisir de recevoir le député Olivier Becht. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc après un cursus universitaire à Sciences Po Strasbourg, puis à Paris, un DEA en finances publiques mené en parallèle à l'université Panthéon-Assas. Vous avez suivi des études à l'école normale d'administration. Nationale. Pardon? L'école nationale, pas normale. Normale, j'ai dit normale. Ouais. Oui. Non, nationale. Mais elle est normale. On essaye de la rendre normale. Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question de la promotion? Oui, la promotion Senghor. On la connaît un petit peu en ce moment. On en parle pas mal. Oui. Vous avez été élu très tôt, à 24 ans, conseiller municipal dans votre ville de Rixheim. Je l'ai bien prononcé? Exactement. Vous en êtes devenu maire en 2008. Et alors que cette commune était dans une situation financière délicate, vous êtes parvenu à redresser sans même augmenter les impôts locaux. Belle prouesse par les temps qui courent. Et en concrétisant 100% de ses engagements. Vous êtes devenu par la suite président délégué de l'agglomération de Mulhouse, en charge notamment du développement économique. Vous pilotez ainsi de nombreux dossiers importants, comme l'accord social et fiscal de l'aéroport binational de Bâle-Mulhouse, qui est le 7e aéroport français. Également la création du portrait national de Mulhouse et plus généralement l'ensemble de la stratégie économique de l'agglomération de 260 000 habitants à travers la stratégie Mulhouse-Alsace-Éco 2020. Après avoir été vice-président du conseil départemental du Haut-Rhin pendant 2 ans, vous êtes devenu député du Haut-Rhin lors des dernières élections de 2017. Vous êtes membre de la commission de la défense nationale et des forces armées et vous attachez une importance particulière aux questions de l'intelligence artificielle et du numérique, ainsi qu'à la dépendance et aux sujets européens. Vaste programme qu'on va essayer d'adresser aujourd'hui. Alors, peut-être tout d'abord, vous avez coécrit avec Thomas, mais Thomas, hélas, a été retenu pour une réunion avec
le Premier ministre, je crois. On n'aura pas le plaisir de l'avoir également parmi nous. Mais vous avez coécrit, co-rédigé avec Thomas un rapport sur la numérisation des armées. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, c'était une commande, si vous voulez, de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. On voit bien que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on vit une révolution extraordinaire en matière numérique et on conçoit que l'arrivée de l'intelligence artificielle, du cloud, voire de l'informatique quantique sur le champ de bataille sera lui-même une révolution aussi importante que l'invention de la poudre ou même la bombe atomique. Et donc la question était de savoir comment est-ce que la France s'était préparée à cette révolution, de quels outils elle disposait aujourd'hui pour y faire face, et quels étaient les enjeux de souveraineté qui sous-tendaient ces questions. Alors, quelles étaient particulièrement vos attentes derrière ce rapport? Est-ce qu'on vous l'a commandé? Est-ce que vous avez pris l'initiative? Non, c'est la Commission qui a pris l'initiative. Voilà, le sujet est simple, hein, c'est la Commission prend l'initiative, ensuite elle choisit 2 députés en son sein qui ont une petite affinité avec les sujets, et ceux-ci ont généralement 6 mois pour travailler avec l'administration et les forces armées sur le sujet, et à l'issue donc ils rendent le rapport donc, qui a été rendu il y a à peu près 3 semaines devant la commission de la défense et qui sera remis cet après-midi d'ailleurs au cabinet du ministre. Alors comment vous avez conduit l'ensemble de ces travaux? Vous avez fait des visites, vous avez... Alors on a réalisé une centaine d'auditions en tout à l'Assemblée, et nous avons fait plusieurs visites de terrain, bien sûr au sein des troupes, dans les entreprises, également aux États-Unis. Moi j'ai eu la chance de me rendre également au Japon pour étudier les différents niveaux, si vous voulez, à la fois de compétences, mais aussi de recherche et de développement sur les sujets sur lesquels nous travaillons. Et alors c'est un rapport qui fait 190 pages. Les recommandations principales qui sont émises à l'issue de ce rapport? Alors, si vous voulez, on est finalement dans un constat que la France a plutôt bien démarré cette révolution numérique. On n'a pas pris un retard phénoménal par rapport à d'autres nations. Alors évidemment, il y a un gap important qui s'est créé vis-à-vis des États-Unis. Il y en a un qui est en train de se créer vis-à-vis de la Chine. Mais hormis, si vous voulez, ces 2 nations qui sont eux-mêmes poussées par les grandes firmes dont vous faites partie, vous, Amazon, et les BATX en ce qui concerne la Chine, par rapport aux autres nations, notamment européennes, nous avons maintenu le niveau. Et nous avons déjà aujourd'hui des outils. Le Rafale, aujourd'hui, finalement, c'est un ordinateur avec un avion autour. Hein. Une FREMM, c'est un ordinateur ou des ordinateurs avec une frégate autour. Ensuite, on a eu, si vous voulez, également des mésaventures, hein, plutôt d'ailleurs en matière logicielle interne à l'administration. Louvois en est un bon exemple d'échec, dont il faut d'ailleurs tirer les leçons pour le futur. Et puis ensuite, nous avons regardé comment est-ce que progressivement nous allons pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un système des systèmes. C'est-à-dire que l'arrivée du numérique sur le champ de bataille, concrètement, ce sont d'abord des milliards de capteurs qui seront incrémentés sur les armes qui sont déjà en service actuellement. Ces capteurs seront reliés entre eux au cloud. Le cloud lui-même muni d'intelligence artificielle, voire les capteurs munis d'un premier degré d'intelligence artificielle, avec en toile de fond et en enjeu principal la vitesse. Je prends un exemple concret. Vous avez un missile qui décolle. La question est de savoir qui arrive à détecter le premier la menace, qui est le mieux placé ensuite pour la neutraliser, qui est le mieux placé pour riposter. Et donc on va avoir l'ensemble des armes interconnectées entre elles, avec donc 2 enjeux. Un, la capacité
à traiter très rapidement, donc c'est des questions de puissance de calcul, la masse d'informations qui arrive. En gros, on va remplacer, si vous voulez, le brouillard de la guerre, qui était celui du soldat, on va dire, qu'on connaissait au XXe siècle, qui était connecté au mieux aux quelques dizaines de camarades qui l'entouraient et qui ne savaient pas trop ce qui se déroulait à quelques centaines de mètres de lui, par un autre brouillard qui est celui du déluge d'informations. Les milliards de capteurs, évidemment, vont apporter des milliards d'informations qu'il va falloir traiter très vite, d'où la capacité, enfin l'importance de la capacité de calcul, et traiter intelligemment, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle. Et à partir de là, l'interconnexion des armes permet de savoir qui est le mieux placé sur le champ de bataille, à la fois pour neutraliser la menace, pour riposter, pour tirer. Et derrière, il y a des enjeux évidemment philosophiques qui arrivent, c'est de savoir quelle est la place de l'homme dans tout ça, à partir du moment où la machine a la puissance de calcul et l'intelligence pour traiter l'information. On le voit déjà aujourd'hui, par exemple, le leurre est automatique. Donc on a un traitement automatique du leurre. Est-ce que demain on donne la capacité à un missile, enfin une arme, de se déclencher automatiquement pour neutraliser une menace avant qu'un deuxième missile ne soit tiré? Voilà. Et donc les recommandations, si vous voulez, sur l'ensemble de ce travail, elles sont simples. D'abord, il faut investir... Juste peut-être pour vous interrompre un instant, est-ce que ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'ensemble de ces dispositifs, le foisonnement de ces dispositifs, est-ce que c'est ce que vous entendez par le cloud de combat auquel vous faites allusion notamment dans le rapport? Si vous voulez, le cloud de combat, c'est la capacité, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le brouillard de la guerre, c'est-à-dire la capacité à gérer ce déluge d'informations qui arrive des capteurs, à les réunir. Alors il y a une question stratégique qui se pose, c'est de savoir est-ce que on met l'IA dans le cloud en haut ou est-ce qu'on met l'IA dans les capteurs en bas? Quelles sont les informations qu'on traite et qu'on renvoie au cloud? Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on fait les deux? Et si vous voulez, c'est ça ce cloud de combat. C'est l'idée du système des systèmes, ce qu'on appelle la bulle numérique, qu'on a sur le terrain, dans l'armée de terre, à travers le programme Scorpion, qui est en train de se mettre en place. Ce que nous sommes en train de bâtir au niveau de l'aérien avec le système de combat aérien du futur, et ce que nous avons déjà bâti et que nous sommes en train d'améliorer au niveau maritime. Et le système des systèmes, c'est finalement connecter ces trois, le mettre également en rapport avec les systèmes d'intelligence et de renseignement, et avoir donc une donnée, si vous voulez, globale du champ de bataille sur tous les théâtres et sur tous les terrains simultanément. Et donc pour les recommandations principales? Alors pour les recommandations principales, si vous voulez, 3 types de recommandations. La première, évidemment, c'est de continuer le développement en vitesse. C'est-à-dire que nous sommes dans une course de vitesse aujourd'hui, à la fois avec, bien sûr, les Américains, les Chinois, mais également d'autres nations. Israël se débrouille très très bien en la matière. Donc il va falloir, il faut réagir et ne pas perdre de terrain, essayer de regagner celui qu'on a déjà perdu par rapport à d'autres nations pour ne pas décrocher. Parce qu'on voit bien que demain, c'est pas le grand qui mangera le petit, mais c'est le rapide qui mangera le lent. Le plus agile. Voilà, le plus agile, le plus rapide, qui gagnera la bataille. On ne sera plus forcément sur des effets masse, mais sur des effets vitesse. Deuxième recommandation, la question de l'investissement. Nous avons besoin de développer aujourd'hui en Europe, parce que ça nous semble être la taille la plus appropriée, les acteurs du numérique qui permettent de travailler avec les acteurs de la défense. Et la troisième recommandation, c'est la résilience. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, au troisième niveau de recommandation, c'est la résilience. Le numérique est un atout indispensable. On doit y aller, à marche forcée, mais avec quand même la capacité de se dire que demain, si l'ordinateur plante ou est planté, vulgairement, avec évidemment la menace cyber, nous devons être capables
de combattre en mode dégradé. Et on le regarde, enfin on l'aperçoit aujourd'hui, si vous voulez, sur le théâtre américain. Les Américains qui ont le plus investi dans le domaine numérique réapprennent aujourd'hui à leurs navigateurs à naviguer au sextant, réapprennent à leurs soldats à se passer du GPS et à lire les cartes d'état-major, parce qu'on voit bien qu'avec l'invasion également des bombes logiques sur les réseaux, avec l'incapacité de sécuriser à 100%, y compris au niveau, si vous voulez, des différentes briques de fabrication d'une arme au niveau des composants, nous sommes en permanence exposés à la menace de la neutralisation du système. Bon. Les Américains l'ont subi récemment, nous l'avons également subi récemment. Nous devons donc être en capacité de continuer à combattre si on neutralise nos systèmes d'armes et derrière, je dirais même, nos systèmes d'OIV, qui sont également d'une importance stratégique. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, ça? Parce que quand on regarde nos amis pompiers de Paris, par exemple, une journée par an, éteignent tout et retournent au papier crayon. Justement pour tester leur capacité à pouvoir être résilient hors outils informatiques. Est-ce que c'est quelque chose de récent ou c'est quelque chose sur lequel il faut désormais se projeter davantage? Alors la question est de savoir jusqu'où est-ce qu'on est capable d'intégrer ce système. Bon. La plupart des fabricants d'armes nous disaient aujourd'hui le numérique est incrémenté dans l'arme. Quand vous achetez une voiture aujourd'hui qui est pilotée en partie par un ordinateur et qui le sera encore davantage demain, vous appuyez sur un bouton, il n'y a plus de manivelle de sécurité si la voiture ne démarre pas. Donc si l'ordinateur est planté, votre voiture ne démarre pas. Bon. De la même manière, demain, un Rafale, ou un avion même d'ailleurs civil, piloté par un ordinateur, si l'ordinateur s'arrête, alors certes, on a un mini-manche, un joystick, etc., mais je ne suis pas sûr que les systèmes hydrauliques sauront piloter l'avion comme le fait l'ordinateur. Donc, je pense qu'on doit davantage encore, si vous voulez, intégrer cette dimension au système d'armes, avec la limite, effectivement, du caractère opérationnel de l'arme elle-même. C'est très clair. Valérie, alors, le plan de transformation numérique du ministère des Armées a été présenté il y a maintenant quelques jours. C'était en avril, je crois, fin avril. Le 19 avril, effectivement, oui. En présence de la ministre, de deux ministres d'ailleurs, Florence Parly et Mounir Mahjoubi. Mounir Mahjoubi qui soulignait qu'une fois n'est pas coutume, mais le ministère des Armées était en avance sur l'ensemble des autres ministères dans le cadre de sa transformation numérique et de la présentation de son plan. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, nous parler des objectifs de ce plan et de ses axes, les axes majeurs de ce plan? Bien sûr, effectivement. Alors, ce plan, il a été lancé le 19 avril et il est le fruit d'une démarche qui a été entamée dès l'automne et notamment qui s'est vraiment inscrit dans l'action publique 2022, donc en octobre dernier, qui a d'abord donné lieu à un document, à la rédaction d'un document d'ambition numérique qui est sorti en novembre 2017 et qui permettait de fixer les trois grands enjeux du ministère et les trois grands objectifs, qui sont évidemment garantir la supériorité opérationnelle et la maîtrise de l'information sur les théâtres d'opération, ce dont on vient de parler. Le deuxième, qu'on a rapidement évoqué, qui est de renforcer l'efficience des soutiens et faciliter le quotidien des personnels qui sont à la fois des militaires, mais aussi des usagers et des agents du ministère. On parlait de Louvois tout à l'heure, donc c'est vraiment comment on peut appuyer l'efficience opérationnelle par l'efficience aussi de systèmes d'information à l'intérieur du ministère. Et puis, et on va le voir tout à l'heure, on en parlera, ça fait partie aussi des gros enjeux qu'on a tous en matière de transformation ministérielle et aussi dans les grandes organisations, qui est de développer l'attractivité, faire connaître nos projets pour aussi amener vers nous les meilleurs talents et donc du coup renforcer les deux premiers objectifs. Donc il y a eu ce document d'ambition numérique qui a posé les grandes lignes et ensuite plusieurs mois se sont passés avec un travail transversal au sein des trois subordonnés que sont l'EMA, le SGA et la DGA pour justement affiner ces ambitions-là et les décliner en axes stratégiques. Donc
a donné lieu ensuite à la construction d'un schéma directeur. Donc ce schéma directeur, c'est celui qui a justement été signé et donc officiellement signé par les grands subordonnés du ministère et qui permet vraiment d'organiser l'ensemble des piliers. Parce que une transformation numérique, on le sait tous, compose énormément, on est multifactoriel. Donc le premier pilier, c'était vraiment déployer les nouvelles technologies, donc pouvoir insérer des nouveaux écosystèmes dans les systèmes d'information et pouvoir déployer ces nouvelles technologies. Le deuxième... Je vous interromps, là, oui. Je suis obligé de vous interrompre. Déployer les nouvelles technologies, ça veut dire quoi? Parce qu'en règle générale, le ministère des Armées, on retrouve quand même toutes les technologies qui existent. Alors, c'est vraiment, je pense qu'on en a parlé justement dans les deux premiers objectifs, c'est les déployer au niveau des systèmes d'armement, mais aussi les déployer au sein du ministère en matière d'usage. Cette transformation numérique, elle est guidée par l'usage, par l'usager. Et donc, du coup, c'est aussi permettre à l'ensemble des agents, des militaires, d'avoir accès à de la mobilité, à des services innovants, pour leur faciliter la vie et du coup permettre aussi l'excellence opérationnelle. Donc on est vraiment sur les enjeux d'usage et d'usager au centre de la transformation. Avec on n'a pas eu déployer les nouvelles technologies cloud. Pas encore. Alors, c'est évidemment un des leviers de la transformation. Le cloud en fait partie autant que l'ensemble des leviers. C'est évidemment un sujet qui est à l'étude, mais c'est un sujet qui, pour l'instant, n'a pas été statué. On n'a pas encore une solution qui permet. Et d'autant plus qu'on a d'abord un gros travail à faire sur les données, qui est un travail de nomenclature des données pour identifier les données qui sont relatives à la souveraineté opérationnelle, qui sont relatives de ces conditions, ou alors d'autres types de données qu'on pourrait éventuellement partager dans des systèmes rassurants ou sécurisés, tout en nous garantissant aussi une juridiction nationale ou nous garantissant des règles de sécurité. Ça, c'est un point essentiel, parce qu'on voit bien que par nature, le ministère des Armées a segmenté ces données, les a classifiées, et donc mieux que quiconque, sait pertinemment ce qui peut sortir, ne pas sortir, ou ce qui doit être extrêmement durci dans un environnement qui lui est propre. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'animer il n'y a pas tellement longtemps une conférence à l'invitation du général Meurice, dont je remercie d'être présent aujourd'hui, à Ballard. Et à cette occasion, j'expliquais la manière dont le DoD utilise aujourd'hui le cloud, à la fois le cloud public sur les différentes régions qui existent aux États-Unis pour les données qui sont considérées comme les moins sensibles, mais également sur le GovCloud, qui est, je le rappelle, une région dédiée à l'ensemble des administrations américaines, également sur les régions secret et top secret, pour des informations cette fois-ci plus sensibles, et dédiées soit à la communauté de l'intelligence, les 17 agences américaines, soit directement au ministère lui-même. C'est clair, en fait, ça c'est tout à fait. Enfin, c'est pour ça que ces sujets sont tout à fait à l'étude. Ils le sont au sein du ministère, mais ils le sont aussi au niveau de la DINSIC et de l'ANSSI. Et effectivement, pour tout ce travail et tous ces chantiers, de toute façon, nous, on suivra l'ensemble de ces directives. Donc voilà, on est vraiment sur ce registre d'études et de. Alors le deuxième axe. Voilà. Alors le deuxième axe, donc c'est organiser l'innovation numérique. Le ministère a entamé depuis pas mal de temps, depuis 2 ans, un certain nombre d'initiatives. On remarque qu'il y a énormément d'initiatives numériques, de hackathons, de défis. Le but, c'était d'organiser, justement, de permettre d'apporter le cadre nécessaire à l'organisation de ces initiatives pour leur permettre d'émerger. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces sujets-là. Le troisième, on vient d'en parler, c'est maîtriser l'ouverture des données pour mieux les valoriser. Donc on a des gros chantiers aujourd'hui sur les données qui concernent à la fois l'ouverture et le partage de données déjà au sein du ministère pour pouvoir justement trouver des cas d'usage qui nous permettent de valoriser et de renforcer ces objectifs opérationnels. Le troisième, donc on y était. Le quatrième, renforcer le système d'information. Rénover ou renforcer ? Rénover, pardon, rénover. Rénover, on a tous, comme dans toutes les organisations, et j'en viens aussi, un gros sujet de rénovation du legacy. Donc c'est un gros enjeu pour le ministère de permettre justement d'adapter ces axes socles pour permettre l'innovation et pour permettre l'intégration des nouvelles technologies. Je vais m'arrêter un instant, si vous le permettez, sur ce point-là, parce qu'effectivement, l'administration française, comme beaucoup d'administrations d'ailleurs, a démarré son informatisation relativement tôt. Et on a 40 ans de patrimoine, d'infrastructures, d'applicatifs derrière nous qui font que les systèmes d'information ont évolué par couches sédimentaires et à la fin, ça devient quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement coûteux, un plat de spaghettis. À chaque fois qu'on touche quelque chose, on prie pour que ça ne tombe pas en marche. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour se poser les questions et se dire il est temps peut-être de rebâtir à côté,
avec les dernières technologies, avec du serverless, avec des microservices, avec des API, et au fur et à mesure commencer à décommissionner ce legacy et repartir du bon pied. Non, mais c'est tout à fait juste, c'est ce qu'on a commencé à faire, notamment avec des projets comme Défense Plateforme, qui nous permettent d'avoir des socles qui permettent justement de faire ces passations, d'insérer des API pour pouvoir communiquer et justement remplir l'objectif numéro 2 qu'on avait, qui était de favoriser cette mobilité ou l'apport de services auprès des usagers ou auprès des utilisateurs. L'axe 6, c'est assurer une veille technologique et numérique. C'est important aussi que le ministère puisse s'ouvrir sur l'extérieur pour assurer cette veille technologique et être up-to-date par rapport à l'ensemble de ces enjeux. Et enfin, un élément qui est fondamental aussi, et qui est développer l'acculturation et surtout les compétences numériques pour justement avoir le bon niveau, attirer les meilleurs talents et pouvoir aborder l'avenir en toute sérénité. Alors ça, c'est également un de mes sujets favoris, et aujourd'hui, le ministère des Armées est concerné, mais tout autant que d'autres administrations. On a en France 30 000 ingénieurs qui sortent des écoles chaque année. On sait tous que le besoin, il est de 50 000 ingénieurs. Donc on a un marché qui est extrêmement tendu. Rarement, les acteurs publics sont ceux qui rémunèrent le mieux. On le sait également. En revanche, mettre à disposition de ces jeunes talents les dernières technologies permet de les attirer. C'est sûr qu'on les attire beaucoup plus difficilement en leur parlant de COBOL, de Fortran ou de mainframe. Or, lorsqu'ils sortent de l'école, ils sortent avec parfois même des certifications cloud. Ils en maîtrisent en tout cas l'usage, et c'est ce qu'ils attendent pour rentrer dans la vie professionnelle. Donc je pense qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement important. Effectivement, c'est un vrai sujet, et moi je suis convaincue qu'à partir du moment où on va renforcer l'attractivité du ministère, qu'on va parler de nos projets, parce que à partir du moment où on parle d'IA, de big data, de projets extrêmement innovants, c'est un levier et un facteur justement, hormis le salaire, hormis effectivement des éléments qui sont très très factuels, qui leur permettent d'arriver. Donc on a un gros travail à faire, qui est de bien communiquer au sujet de nos projets, et aussi de travailler aussi l'insertion de ces jeunes générations dans nos organisations. Merci Valérie. Olivier, de nouveau, que retenez-vous des interactions en fait, qui peuvent avoir lieu entre le public et le privé, notamment suite à votre voyage à Washington? Oui. Je voudrais rebondir d'ailleurs sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est fondamental de regarder comment est-ce qu'on organise l'écosystème. Bon. En France, on a souvent tendance à vouloir organiser l'écosystème en partant du public, en mettant une grande partie de la recherche sur le public, et ensuite en irriguant à partir du public vers le privé. Nous, ce qu'on a constaté en allant à Washington, alors on était à la DARPA, on était au Strategic Capability Office, on a visité également les grandes firmes de l'Internet. On s'est rendu compte que finalement avait succédé à ce complexe militaro-industriel qu'on connaissait fidèlement tout au long du XXe siècle, et qu'avait même dénoncé sous certaines formes Eisenhower, avait succédé à ce complexe militaro-industriel un complexe militaro-numérique. Et que les grandes firmes de l'Internet et du numérique, on peut citer Apple notamment, pour ne pas tout de suite parler d'Amazon, mais si vous voulez, on s'est rendu compte que beaucoup de technologies qui avaient été développées par Apple étaient à l'origine des technologies mises en place par la DARPA. Il y avait effectivement une première strate, si vous voulez, de R&D qui venait directement du département de la défense américaine, qui avait ensuite transmis, c'est le cas du GPS notamment, c'est le cas de Siri plus récemment, c'est le cas de l'écran tactile qu'on a sur nos iPhones, ont été développés au niveau vous auriez pu citer Alexa, mais je vous le ferai tester tout à l'heure. Ok, on aurait pu citer, voilà. Que ces technologies ont été transférées aux grandes firmes du numérique américaines, qui les ont développées en produits. Ces produits se sont vendus comme des petits pains. D'ailleurs, nous les utilisons tous, nous les achetons et nous faisons la fortune de ces grandes entreprises qui accumulent les profits, les réinvestissent dans la recherche, développent cette recherche qui, in fine, rebénéficie à la défense américaine sous forme de contrats. Là, on peut citer Amazon qui fait le cloud du DoD et de la CIA.
et qui, finalement, in fine, crée une espèce de cercle vertueux, hein, de recherche et développement. Et donc la question qui se pose aujourd'hui pour l'Europe, si vous voulez, elle est à différents niveaux. Enfin, pour la France d'abord et pour l'Europe derrière, à différents niveaux. Bon. Premier niveau, est-ce que nous devons compenser l'absence de géants numériques européens par de la recherche publique et mettre le paquet sur du public, sachant que le public n'a pas vocation à développer les outils commerciaux qu'ont pu développer les GAFAM. Hein. Personnellement, je ne suis pas en faveur de cette hypothèse. Je pense que ce serait épuiser les crédits publics en vain. Deuxième hypothèse, nous avons la possibilité de faire en sorte que nous développions nos propres outils en matière de R&D, mais que nous puissions nous appuyer derrière sur un écosystème numérique européen qui aujourd'hui est à vivifier. Il existe au niveau des startups et des ETI, il n'existe pas encore au niveau des grandes entreprises. Comment est-ce que nous faisons à la fois en matière de gestion de nos projets, de gestion du risque, de la peur de l'échec, comment est-ce que nous faisons dans la capacité d'avoir nos outils juridiques de commande publique qui permettent de faire émerger ces géants européens du numérique, comme les Chinois d'ailleurs l'ont fait de leur côté, hein, avec d'autres moyens, mais avec Vous abordez la commande publique comme un frein aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aborde très clairement la commande publique comme un frein. Si vous voulez, on voit bien que les Américains ont été les premiers en lien entre les départements des armées et les firmes du numérique à privilégier leurs propres acteurs. Les Chinois, eux, ont eu une stratégie, on va dire, encore plus claire, c'est-à-dire qu'ils ont fermé tout le pays en disant, écoutez, personne ne rentre tant que nous n'avons pas des géants de taille mondiale en matière numérique. Et ils ont développé d'ailleurs le même modèle. Je rappelle qu'Amazon a développé une région en Chine, bon, à destination exclusivement de la Chine, bien évidemment. D'accord, mais si vous voulez, ils avaient créé Alibaba avant. Hein. Oui, et ouais. Ils se sont donné les moyens de le faire. Enfin, si vous voulez, les Chinois, enfin, les liens entre les grands géants chinois du numérique et l'armée chinoise est peut-être encore plus pressant que ne sont les liens entre le DoD et les géants du numérique américain. Donc, le deuxième niveau, c'est ça, c'est de savoir est-ce que, et c'est évidemment la stratégie qui a ma préférence, c'est de se donner les moyens au niveau français et européen de pouvoir développer ces géants numériques. Ensuite, le troisième niveau, c'est de se dire, en attendant, nous avons des opérateurs sur le marché et nous devons peut-être stratifier, si vous voulez, nos niveaux d'exigence. Et nous pouvons, c'est ce que nous faisons déjà aujourd'hui, par exemple, entre la DGSI et Palantir, nous pouvons nous appuyer sur les outils existants et travailler avec les firmes existantes sur des niveaux qui ne sont pas des niveaux, si vous voulez, stratégiques, secret défense et qui touchent directement à la souveraineté. Voilà, si vous voulez, les trois niveaux qu'on peut examiner aujourd'hui et qui sont, enfin, les choix sont sur la table et ils devront être tranchés très rapidement, à la fois au niveau national et au niveau européen, parce qu'ils sont fondamentalement liés aux enjeux de souveraineté. Alors là, vous abordez également un point, c'est le reversement des tendances et peut-être un changement de paradigme sur à qui appartient l'innovation. Historiquement, on sait tous que la Silicon Valley est née plutôt de la volonté du DoD. On connaît le rôle qu'a eu la DARPA également dans les différentes innovations technologiques. On voit aujourd'hui que ce sont davantage les acteurs du numérique qui leadent cette innovation. Qu'est-ce que ça vous inspire, à la fois Valérie et Olivier ? Enfin, je pense que c'est une vraie prise de conscience qu'on a, nous, en France, de façon globale. C'est de mettre en place les moyens et les socles qui vont nous permettre, justement, d'innover, de comprendre aussi cet écosystème, parce qu'il faut déjà qu'on le comprenne avant de pouvoir aussi faire des partenariats avec d'autres partenaires. Donc, on est vraiment, nous, rentrés au ministère dans ce cadre-là, qui est de s'organiser, mettre en place tous les axes socles pour pouvoir, justement, mettre en place des vraies stratégies d'innovation. Le problème, c'est celui de la vitesse. Bon.
problème, c'est celui de la vitesse. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un développement technologique qui avance à une vitesse incroyable, d'ailleurs plus vite que la capacité du cerveau humain à assimiler totalement l'ensemble de ces bouleversements technologiques et leurs implications à terme. On a parlé ici beaucoup d'IA, de cloud, de quantique, etc. On aurait pu parler de neurosciences, de toutes les applications qui vont être développées depuis les neurosciences, avec des capacités, si vous voulez, qui dépassent l'imagination, de transmission de pensée, de transmission de données par la pensée, de connexion de l'homme et de la machine, de la capacité de la machine à prendre, le cas échéant, le contrôle d'un cerveau humain. Enfin, on est sur des niveaux, si vous voulez, d'évolution qui dépasse non seulement la capacité du cerveau humain à tout s'approprier, à comprendre tous les enjeux, mais également du législateur derrière et de l'administration à avancer, si vous voulez, à la vitesse de ces changements. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue, si vous voulez, à la question du lead. Est-ce que c'est le public qui doit... voilà, est-ce que c'est le privé je pense qu'il y a une grande partie, on ne fera pas rentrer le dentifrice dans le tube, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est effectivement le privé qui s'est emparé de cette innovation, de cette dynamique d'innovation. La question qui appartient au public, c'est de savoir comment est-ce qu'elle arrive, d'une part, à réguler, parce que c'est le premier niveau, à réguler une partie de cette innovation pour faire en sorte qu'elle reste maîtrisable par ses propres systèmes et ses propres schémas de valeur. Ça, c'est, à mon sens, le premier niveau. Deuxième niveau, comment est-ce qu'on arrive à incrémenter ensuite une partie de cette recherche et de cette innovation dans les systèmes publics, et en ce qui nous concerne, dans les systèmes publics d'armes, mais ça peut être également dans les systèmes publics d'administration classiques. Et le troisième niveau, c'est comment est-ce qu'on arrive, nous, à partir de notre vision de l'avenir et de la société, si vous voulez, d'impulser au niveau public un certain nombre d'innovations en lien avec le privé pour bâtir ce que nous souhaitons bâtir demain. C'est-à-dire de ne pas simplement se faire imposer un rythme technologique du privé vers le public, mais également de faire en sorte que l'innovation, la recherche, reste quelque part cadrée par un projet de société. C'est pas un vœu pieux, ça. On est quand même dans un monde où finalement on a un ensemble d'acteurs, des écosystèmes de partenaires, des fournisseurs de l'armement, mais également des adversaires qui utilisent les dernières technologies, les plus innovantes au quotidien. Et est-ce que c'est pas s'auto-censurer que d'appuyer sur le frein ? Si vous voulez, c'est une question franchement philosophique. On voit bien, on va prendre l'exemple, là récemment, on a eu connaissance du dernier projet chinois d'avion 6e génération, l'épée sombre. Bon. Si vous voulez, l'idée, c'est de faire un chasseur, en gros des chasseurs chinois, qui soit sous pilotage entièrement numérique. C'est-à-dire qu'on va extraire l'homme de l'avion de combat. Bon. Forcément, si on extrait l'homme de l'avion de combat, on donne à l'avion de combat des questions de dynamisme, enfin, des propriétés de dynamisme qui vont être beaucoup plus importantes que celles dans lesquelles on maintiendra l'humain, parce que forcément, la force gravitationnelle à laquelle l'humain est exposé et la machine n'est pas tout à fait la même. Bon. Il est évident que si on rentre dans cette course-là, on est mécaniquement, et vous avez raison, c'est-à-dire que l'innovation, si vous voulez, va se dicter à la société. Ensuite, la question, c'est de savoir jusqu'où on va. Jusqu'où pour la société, enfin jusqu'où la société se laisse imposer ce type de choix. On le voit, je prenais tout à l'heure l'exemple de l'IA dans les systèmes d'armes. Bon. Aujourd'hui, on a dit OK pour les leurs. L'intelligence artificielle gère les leurs parce qu'on se dit de toute façon, si on est on va dire, verrouillé par un missile, il vaut quand même mieux que l'IA réagisse plus vite, neutralise le missile par les leurs, plutôt que d'attendre que l'homme lui-même appuie sur le bouton. Bon. Demain, on en dira probablement autant de la neutralisation de la batterie qui aura lancé le missile. En disant, il vaut mieux que l'IA neutralise rapidement la batterie que de laisser la batterie tirer un deuxième missile, qu'on soit, le cas échéant, pas en capacité d'évoquer. Bon. La question, c'est jusqu'où ?
Bon. Jusqu'où est-ce qu'on ira dans la capacité de l'IA elle-même à devenir réflexive? Et le jour où on est sur la singularité, si vous voulez, on a quand même la question de l'intelligence darwinienne, le cas échéant de l'IA, de l'instinct qu'elle est capable de produire et de la capacité de l'IA un jour à devenir un danger pour l'humanité elle-même. Bon. Et à ce moment-là, enfin, si vous voulez, ces questions-là, elles se posent aujourd'hui. Et ce n'est pas nous qui les posons, ce sont les leaders de l'Internet qui se les posent. Bon. Donc, il faut quand même à un moment qu'on arrive à regarder, à n'avoir pas que la pédale sur l'accélérateur en disant il faut être sur l'accélérateur parce que sinon on va se faire doubler par les autres. Il faut aussi voir le mur qui est devant nous, hein, pour avoir à un moment le temps d'appuyer quand même sur la pédale du frein avant de se prendre le mur. Revenons, si vous le voulez bien, sur la question du cloud et des enseignements du coup que vous avez retenus suite à votre voyage à Washington, l'utilisation du cloud par le DoD. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Si vous voulez, l'épisode Amazon DoD nous a inspiré la chose suivante, c'est que même le DoD américain aujourd'hui n'est plus en capacité de faire son propre cloud par rapport aux capacités d'Amazon. C'est-à-dire que nous avons... peut-être pas d'ailleurs le truc du départ, c'est parce qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire au départ qu'ils se sont adressés. Oui, qu'ils se sont adressés à Amazon, tout à fait. Voilà. Et qu'ils ont considéré, c'est un choix à la fois politique, mais économique également, en disant nous avons développé ou nous avons des firmes numériques qui sont en capacité aujourd'hui de faire mieux que nous, et donc nous contractons directement avec ces firmes. C'est un choix. Ensuite, là encore, ils ont différents niveaux de cloud. Je rappelle juste que ce n'est pas simplement du stockage et du traitement de données. Non, c'est aussi de l'IA dans le cloud. C'est énormément d'intelligence artificielle. Enfin, c'est l'exploitation de l'ensemble des services à plein qui sont proposés par les plateformes de cloud. Okay. Mais je pense avec, encore une fois, un lien étroit, si vous me permettez, entre l'administration de la défense américaine et les firmes qui opèrent pour elle. J'entends bien. Je ne dirai pas plus. Je terminerai toujours sur la partie innovation, parce que on se rend bien compte que, et c'est ce qu'on a exploré ce matin dans la présentation, dans le petit déjeuner de Pro-Ouverture, on a différents sujets, et notamment un sujet qui est un sujet culturel. Aujourd'hui, la manière dont on exploite les trends d'innovation chez Amazon offre une très grande liberté aux individus pour pouvoir l'utiliser, et également les outils en l'occurrence le cloud. Mais est-ce qu'à votre avis, il existe aujourd'hui des freins culturels au sein du ministère des Armées à l'innovation? Alors, je dirais dans les freins de la transformation numérique de façon générale, on retrouve au ministère des Armées, mais comme dans toutes les organisations, je viens d'organisations privées et on échange beaucoup aussi en interministériel, on retrouve les mêmes freins. On en a parlé, il y a le legacy, il y a le problème des ressources et l'attractivité des compétences, et puis il y a la culture. La culture, elle est effectivement, c'est un souci, c'est un frein, mais qu'on connaît tous. Donc on rencontre au sein du ministère les mêmes freins culturels qu'on peut rencontrer dans les grandes organisations, qui sont la culture du silo, qui sont... et ça, c'est des choses dont tout le monde a pris conscience. On s'inspire beaucoup aussi de ce qu'ont fait les grandes entreprises à l'extérieur, parce qu'on a mis en place un cercle qui est un comité des sages avec 15 entreprises de l'extérieur qui sont dans des entreprises privées, mais aussi quelques organismes ministériels qui nous permettent aussi d'avoir un retour d'expérience pour savoir de quelle façon ils ont pu, eux, dans le cadre de leur transformation numérique, et vous en faites partie d'ailleurs, amener ces enjeux culturels pour essayer justement pas forcément de les changer, mais au moins de les faire évoluer ou de les rendre compatibles avec les enjeux de transformation numérique. Donc ce sont des chantiers qu'on commence à adresser. On s'inspire beaucoup aussi de ce qu'ont font les autres, mais je dirais que c'est pas plus ou pas moins que les autres organisations. On retrouve aussi cette culture très française, qui est une culture effectivement du territoire, qui est très prégnante chez nous, mais qui l'est autant dans les organisations. Donc on a à mettre en place les mêmes leviers, qui sont des leviers d'agilité, qui sont des leviers de travail collaboratif, pour pouvoir amener ces nouveaux enjeux culturels. Ça me rappelle une des premières réunions où j'entendais un général me dire nous, on n'a pas le droit à l'échec. Oui. Nous, on est obligé d'avoir de l'échec. Hein. Si on veut innover, on doit absolument échouer. Donc, ça montre bien encore... C'est pareil. Je viens d'une culture, alors, pour ne pas citer le groupe, je viens de chez Vinci, chez Vinci, culture, ingénieur, etc. C'était pareil. Je retrouvais les mêmes mots.
On n'a pas le droit d'échouer, on est dans la culture du zéro défaut, parce qu'on adresse des enjeux de sécurité, de vie humaine. J'étais chez Vinci Autoroute. Je retrouve les mêmes mots. Donc, moi, je ne ressens pas de différence majeure avec le ministère plutôt qu'une autre organisation. C'est culturel et c'est très... Voilà. Le mot de la fin, un point sur le sujet ? Sur la culture, on va sur les freins éventuellement. On va devoir s'imposer, si vous voulez, la culture de l'échec. Voilà. On va devoir s'imposer la culture d'échec. On va devoir, si vous voulez, et c'est d'autant plus difficile pour les pouvoirs publics au moment où les crédits publics sont eux-mêmes limités par la nécessité de réduire les déficits, réduire une dette qui est déjà monstrueuse et qu'on laisse aux générations futures. Mais en matière d'innovation, si on veut pouvoir suivre la course, comme on disait tout à l'heure, il va falloir s'imposer cette culture de l'échec, ce goût du risque également, qui n'est pas très administratif et qui est encore moins français, mais voilà, c'est une révolution culturelle. Ensuite, la vraie question, pour nous, c'est de savoir à quel niveau on fait peser ce risque. Voilà, si on arrive, on revient finalement sur notre discussion précédente, si on arrive à un moment à développer un écosystème numérique, je veux dire, l'administration peut également aider cet écosystème numérique à assumer sa part de risque et sa part de l'échec. C'est une manière d'externaliser le risque pour l'administration. Juste pour compléter, parce que je crois beaucoup à l'acculturation, ça fait partie des actes. L'acculturation, c'est aussi d'expliquer. Et donc, des fois, le mot échec peut faire extrêmement peur dans des cultures très... Donc, l'idée, c'est de montrer qu'on peut être en risque maîtrisé, que ces nouvelles méthodes agiles nous permettent justement de ne pas embarquer des montants d'argent trop importants, mais au contraire de maîtriser le risque par des petits projets, des petits tests. Et je parlerai plutôt du risque maîtrisé, surtout de la culture du test and learn, j'éprouve, je teste et j'apprends sur des petits périmètres qui permettent justement d'éviter des échecs trop lourds ou de la déperdition. La DARPA ne s'est pas fixé un taux d'échec, elle s'est fixé un taux maximal de réussite. Et pour finir, le mot de la fin, pour paraphraser quelqu'un de très connu, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. On est bien d'accord. Merci à tous, merci de votre intervention, merci Valérie, merci Olivier, merci de votre présence.